Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Débrief. Le 31 juillet dernier, dans son discours du trône, le roi Mohamed VI avait consacré une large partie aux relations avec l'Algérie. Les mots sont rassurants et l'ambition est résolument maghrébine. Je cite: « Nous renouvelons notre invitation sincère à nos frères en Algérie pour œuvrer de concert et sans condition à l'établissement de relations bilatérales fondées sur la confiance, le dialogue et le bon voisinage. » Fin de citation. Il est vrai que depuis plusieurs années, le souverain multiplie les gestes d'apaisement, comme ce 6 novembre 2018, où dans son discours de la Marche verte, il avait appelé à la mise en place d'un mécanisme qui devra s'engager à examiner toutes les questions bilatérales avec franchise, objectivité, sincérité et bonne foi, sans condition ni exception, selon un agenda ouvert. Fin de citation. Rien n'y a fait. Les gouvernants algériens ne veulent absolument pas entendre parler d'un quelconque rapprochement ou ouverture des frontières. Cette semaine, Alger, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a finalement annoncé la rupture des relations diplomatiques. Nous y reviendrons en détail. En seconde partie, nous parlerons des élections du 8 septembre et de leurs enjeux avec cette grande inconnue qui reste le taux de participation. Il est vrai que ces élections seront groupées, se tiendront en pleine mesure de restrictions sanitaires et pour la première fois, un jour de semaine, le mercredi 8 septembre. Les citoyens seront donc appelés à renouveler leurs instances représentatives élues dans les communes, les régions et la Chambre des représentants. Avec nous, pour débattre de ces deux thèmes, Ali El-Harichi, vous êtes docteur en droit, constitutionnaliste et doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales à l'Université Mondiapolis. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Costa, pour l'invitation. Abdelhamid Ben Khattab, vous êtes professeur de sciences politiques et de droit constitutionnel à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci à vous d'être avec nous. Merci à vous aussi. Alors, dans une déclaration tendue mais attendue, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, annonce que son pays a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc. Le ministre évoque plusieurs raisons sur lesquelles nous reviendrons. Quelques semaines avant, pourtant, le roi Mohamed VI disait ceci: « Force est de constater que ni son Excellence, l'actuel président algérien, ni l'ex-président, ni moi-même ne sommes à l'origine de cette décision de fermeture. Néanmoins, devant Dieu, l'histoire et nos concitoyens, nous sommes responsables politiquement et moralement de la persistance du statu quo. » Fin de citation. Alors, question à vous deux, mais avant, je voudrais vous lire le communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères qui a répondu donc à cette décision unilatérale de rompre les relations. Le Royaume du Maroc a pris note de la décision unilatérale des autorités algériennes de rompre à partir de ce jour les relations diplomatiques avec le Maroc. Le Maroc regrette cette décision complètement injustifiée mais attendue au regard de la logique d'escalade constatée ces dernières semaines, ainsi que son impact sur le peuple algérien. Il rejette catégoriquement les prétextes fallacieux, voire absurdes, qui la sous-tendent. Quant à lui, le Royaume du Maroc restera un partenaire crédible et loyal pour le peuple algérien et continuera d'agir avec sagesse et responsabilité pour le développement de relations intermaghrébines saines et fructueuses. Alors, après les propos du souverain Ali El-Harichi et le communiqué du ministère des Affaires étrangères, on voit bien que le Maroc reste sur sa voie, reste dans sa ligne de conduite et fait la différence entre les gouvernants et le peuple algérien. On peut considérer donc que la porte est toujours ouverte et la main est toujours tendue après cette décision malheureuse, on va dire. Certes, le Maroc a tendu la main, donc le discours du roi, comme vous l'avez cité au début, il a tendu la main, l'avant-dernier discours. Et puis la réponse de l'Algérie, malheureusement, elle est partie à contre-courant, contre le discours. Alors, mais le Maroc reste toujours avec les mains ouvertes, les mains tendues. Il tend toujours la perche pour notre voisin de l'Est, l'Algérie, comme il a tendu depuis toujours, depuis la bataille d'Isli en 1844, où le Maroc est parti batailler pour défendre, après l'appel de l'émir Abdelkader, pour défendre la terre des Algériens. Où la frontière marocaine a malheureusement été désarticulée en ce moment-là avec le traité de la Lamrnia. En 1945, un an. En 1845. 1845, c'est vrai, on dira. Donc le Maroc a toujours tendu la main à l'Algérie. Le Maroc a tendu la main à l'Algérie lors de l'indépendance de l'Algérie. La guerre d'Algérie, le Maroc a soutenu les Algériens. La GPRA, le gouvernement provisoire de la République d'Algérie, a été déclaré au Maroc et le Maroc qui a porté cela à l'ONU. C'est-à-dire que le Maroc a reconnu le FLN et le GPRA. Le Maroc a tenu la conférence de Casablanca en 1961. Et cette conférence où il y avait les grands de l'Afrique, Nkrumah, Sékou Touré, Abdel Nasser, Mohamed V et le prince dans le temps, Moulay Hassan, qui était prince encore.
Et on a soutenu, la déclaration qui était sortie, c'était pour soutenir l'Algérie. Le Maroc a toujours tendu la main à l'Algérie. Malheureusement, la réaction de l'Algérie, elle est toujours négative. Elle va à contre-courant. Il va contre on va dire, ce grand frère qui est le Maroc pour l'Algérie, puisque le Maroc, il a 12 siècles d'âge par rapport à l'Algérie qui est devenu un pays indépendant en 1962. Donc ce grand frère qui tend la main à son frère cadet, mais celui-là ne veut pas prendre la perche que le Maroc lui tend. Alors aujourd'hui, le Maroc restera toujours la main, on va dire, tendue pour l'Algérie, pour le peuple algérien, je dirais, plus parce que le peuple algérien espère qu'il a commencé à changer, que cette socialisation à laquelle ils ont été, on va dire, intériorisés en portant une haine pour le Maroc a commencé à changer avec les réseaux sociaux, bien qu'il y a toujours, bien sûr, cette attitude des Algériens vis-à-vis des Marocains, mais quand même les choses ont changé. On n'est plus dans l'ère de la guerre froide, ni dans l'ère des années 70. On est donc aujourd'hui au XXIe siècle, les réseaux sociaux, le monde 2.0 et le Maroc tend toujours la main à l'Algérie. J'espère qu'il y aura une écoute attentive cette fois-ci et que le peuple algérien écoute cet appel que fait l'État du Maroc, c'est-à-dire le chef de l'État marocain qui est le roi, et puis le peuple marocain qui le fait aussi avec lui. Merci pour votre analyse donc, de ce communiqué du ministère des Affaires étrangères marocain. Abdelhamid Belkhatab, votre lecture? Vous savez, la posture diplomatique marocaine est une posture d'apaisement. Et les postures d'apaisement et de conciliation souvent émanent des acteurs qui ont confiance en eux-mêmes. Et je crois que le Maroc a confiance en soi-même et tend la main donc, et adopte un discours positif à l'égard aussi bien du régime politique algérien que du peuple algérien, étant donné que la situation actuelle n'a pas été créée par le peuple algérien, mais plutôt par le régime politique algérien. Et cette posture de conciliation impose au Maroc d'adopter donc un discours d'apaisement et un discours qui brise en quelque sorte ce cercle vicieux dans lequel se sont mis les dirigeants algériens et dans lequel ils n'arrivent pas à s'en sortir, et duquel ils n'arrivent pas à s'en sortir. Cette manière de voir permet un endiguement psychologique d'ailleurs de cette animosité algérienne et permet aussi de construire un discours d'apaisement, comme je l'ai dit, et un discours qui ouvre la voie vers l'avenir. Donc nous sommes devant un discours d'avenir et non pas un discours passéiste comme c'est le cas pour le discours des dirigeants algériens. Donc le Maroc ne peut que chercher à ouvrir une voie d'avenir et à concilier aussi le peuple algérien, sachant bien que, nous le savons tous, le peuple algérien a été pris en otage en quelque sorte par une stratocratie militaire, par un régime, en plus d'être stratocratique, est un régime aussi gérontocratique étant donné qu'il est dirigé par des vieillards. Donc on voit très bien que c'est un sinistre qui a frappé en fin de compte le peuple algérien. Et nous, en tant que Marocains, nous ne pouvons qu'être solidaires avec le peuple algérien et nous ne pouvons aussi que tendre la main à ce peuple, espérant que le régime des militaires, le régime militaire algérien puisse saisir justement la logique derrière ce discours. C'est une logique qui espère tout de même construire un Maghreb avec l'Algérie. Et justement, ce que les Algériens, ce que la stratocratie algérienne ne comprend pas, c'est qu'on ne peut pas construire le Grand Maghreb sans Maroc, et on ne peut pas non plus construire le Grand Maghreb sans Algérie. Donc nous sommes condamnés par la nature des choses à nous entraider, mais aussi à nous soutenir. Chose que comme je l'ai dit tout à l'heure, les dirigeants algériens n'ont pas encore compris. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, ils sont devant un dilemme, soit régler les affaires internes du pays, oublier le Maroc,
soit s'intéresser au Maroc et oublier les affaires internes. C'est ce qu'ils ont préféré, eux. Justement, je reste avec vous. Alors, vous avez parlé d'une forme de désinformation qu'il y a en Algérie. Vous y avez fait allusion tous les deux. C'est vrai que dans son discours du trône, le roi Mohamed VI avait dit, en parlant toujours au peuple algérien, vous avez de fausses informations. Les Marocains ne vivent pas que de drogue et dans la pauvreté la plus extrême. Venez et vous allez voir. Alors, je reste avec vous, Abdelhamid Blachtab. Cette décision, est-ce qu'elle est... on sait très bien comment ça se passe. Est-ce que c'est pas plutôt pris pour masquer les problèmes internes en Algérie, détourner l'attention de l'opinion publique sur les différents drames qu'il y a, surtout quand on voit un peu les différentes raisons invoquées par la Mamra, leur ministre, ça ne tient pas à grand-chose. Donc c'est plutôt pour détourner l'attention, quoi. Oui, vous savez, nous sommes devant un déjà-vu. Donc tous les régimes, nous le savons très bien en tant que spécialistes de sciences politiques. À chaque fois qu'un régime autoritaire se trouve devant une crise interne, il va essayer de détourner l'attention de l'opinion publique vers un problème externe. Pourquoi ? Parce que les problèmes externes peuvent facilement mobiliser l'opinion publique et aussi canaliser cette opinion autour des questions qui, plus ou moins, sont majoritairement, sur lesquelles on se met d'accord majoritairement. Et on voit très bien que la situation actuelle en Algérie est dramatique et le régime algérien cherche par tous les moyens à contourner et à détourner l'attention de la population vers le Maroc pour justement se chercher le soutien d'une population qui ne lui est pas acquise, donc qui ne lui est pas du tout docile. Donc on voit très bien que le Maroc, dans ce cas-là, devient le bouc émissaire, tout simplement. Et c'est une situation très, très ordinaire, très connue dans les régimes autoritaires. Pourquoi ? Parce que le manque de légitimité interne implique la sollicitation d'une certaine légitimité sur le plan extérieur. La fameuse théorie de l'ennemi extérieur. Il n'y a pas mieux que déclencher une crise à l'extérieur. Très bien. Alors, Ali Harichi, le Maroc explique que cette décision était attendue. C'est vrai que cette décision intervient quelques semaines après une attaque virulente de la revue Le Jeish, donc la revue de l'armée populaire, où on était remonté, si ce n'était pas triste, on pourrait en sourire, à Jugurtha, c'est-à-dire à peu près avant Jésus-Christ, 100 ans avant Jésus. Bon, alors, je pense que c'était pour ça que c'était attendu. Bon, on sourit, mais bon, c'est un peu... Comment on peut expliquer cette haine ? Parce qu'on peut appeler ça une haine des généraux algériens pour le Maroc. Oui. On ne retrouve pas dans la population, dans la société civile. Il y a peut-être une indifférence. Bon, chacun règle ses problèmes, les Marocains les leurs, les Algériens les leurs, mais on ne sent pas cette haine. Mais au niveau des Algériens, de Ramadan, Amamra surtout, et du président Abdelmadjid Tebboune, ça c'est véritablement incroyable. Comment vous expliquez ça ? D'abord, pour comprendre le régime algérien, c'est-à-dire depuis l'indépendance de l'Algérie, ce régime-là, elle a alimenté cette haine envers le Maroc. La première guerre, il a eu la guerre des Sables en 1963. Donc, dès une année après l'indépendance de l'Algérie. Le problème des Algériens, c'est qu'ils utilisent, comme venait de dire professeur, c'est-à-dire la théorie de Carl Schmitt, la théorie de l'ennemi. C'est une théorie qui se ressource de Hobbes, de Machiavel. C'est avoir un ennemi pour pouvoir détourner l'attention de ce qui se passe à l'intérieur. Mais pour comprendre pourquoi l'Algérie a des problèmes à l'intérieur. L'Algérie parce qu'elle a au début, donc c'était la guerre froide, l'Algérie a choisi d'abord de nationaliser, puisqu'il est parti du côté un peu de l'Est, de nationaliser l'agriculture, qui était très très épanouie avec 132 ans de colonisation française, il ne faut pas l'oublier. Donc avec cette nationalisation, il y a eu des gens qui étaient incompétents et une bureaucratie qui a mis mal cette agriculture. En même temps, ils ont dit on va industrialiser. L'industrialisation qui a commencé, et d'une manière, ils ont dit on va avoir une industrialisation, on va avoir une réponse à toutes les problématiques que nous avons. Ce qui s'est passé, c'est que c'est faux. L'industrialisation, d'abord, elle a profité, c'est vrai, du choc pétrolier et de l'augmentation du prix de pétrole de 1973, mais cette industrialisation qui s'est faite surtout à partir de la mi-60, des années 60, a conduit à ce que l'Algérie soit dépendante technologiquement de l'extérieur. Ils ont industrialisé sans pouvoir gérer. Cette industrie est tombée à l'eau. L'agriculture
ça va donner en 85, parce que là, en parlant de problèmes, c'est la première, on va dire, révolution des étudiants et des lycéens à Constantine. Et puis en 88, c'est le bain de sang. Donc ce régime qui est construit sur une certaine légitimité de la guerre d'indépendance, sur un parti unique, en 88, c'était terminé. Le bain de sang a fait voir les Algériens leur vrai régime. Et c'est à partir de 88, il y a eu des élections, l'arrivée du fils, l'annulation, pas de deuxième tour, et puis la décade noire. Ils sont revenus en 2000 avec Bouteflika. Ils ont dit, bon, on va désindustrialiser, on va essayer de faire. Ils ont profité de la manne pétrolière, encore une fois, toujours vers la consommation. Donc l'Algérie a eu toujours des problèmes et elle a toujours cherché un ennemi, donc c'est le voisin de l'Ouest pour elle, le Maroc, le royaume du Maroc, et il a essayé de porter tous ces problèmes, enfin l'attention de sa population sur le Maroc. Aujourd'hui, l'attitude haineuse de l'Algérie, ça y est, il devient vraiment, on est presque dans l'état de, presque la déclaration de guerre, l'état de belligérance, puisque nous, on vous tend la main et vous répondez par une rupture diplomatique, qui est unilatérale. Bien qu'il y a 30 ans que les frontières sont fermées. Vous avez déjà cité que le Maroc, le roi du Maroc, avait appelé, il y a 2 ans, pour l'ouverture des frontières, toujours une réponse négative. Donc ces personnes-là, ils ont une grande crise, et moi je dirais encore pour terminer, c'est la pandémie de la coronavirus qui a mis le stand-by du Hirak algérien. Parce que le Hirak a bien compris cette junte militaire, il a bien compris que cette oligarchie politico-militaire qui détient les pouvoirs économiques et politiques en Algérie ne peut plus aller de l'avant pour l'Algérie. Et la coronavirus, c'est-à-dire cette pandémie, elle a mis en stand-by le Hirak, parce que les Algériens, ils ne sont pas aussi dupes que ça. Que vous remontez à Jugurtha quand même, moi je suis remonté juste à Amir Abdelkader, bon, même vraiment depuis quand même, il faut chercher. C'était avec des termes extrêmement dans une revue, c'est-à-dire de militaire de l'armée, c'est ça. Oui, la revue LG. Donc c'était en juillet. Incroyable. Ça a été repris par les médias marocains. Alors, Abdelhamid Belkhtab, je voudrais... Bon, qu'est-ce qui va suivre? Il y a une semaine, c'était la semaine dernière, le Conseil de sécurité algérien s'était réuni et avait dit qu'on allait réviser les relations avec le Maroc. Vous dites bien, il n'y a pas trop de relations avec le Maroc puisque les frontières sont fermées depuis 30 ans, les frontières terrestres, les liaisons aériennes ne sont pas au beau fixe, les relations économiques ne sont pratiquement inexistantes. Alors, cette révision, bon, on a vu ce que ça a donné, c'est une annonce de rupture diplomatique. Nous, on regarde. Qu'est-ce qui va suivre, d'après vous? Comment ça va suivre sur le plan social, sur le plan économique, peut-être sur le plan politique? Comment vous voyez les choses? Je voudrais aussi vous faire réagir sur cette question. En relations internationales, la rupture des relations diplomatiques avec un autre pays est considérée comme un acte grave, gravissime même. Et c'est un acte grave qui va dans le sens d'une escalade qui peut arriver même qui peut donner naissance ou donner lieu à un affrontement militaire. Donc ça, on le sait. Pourquoi? Parce que la rupture diplomatique, c'est le fait de ne plus avoir à se parler mutuellement, de ne plus avoir de représentation mutuelle, donc entre les deux pays, ce qui laisse le champ libre donc à une escalade de tout genre. Alors maintenant, les perspectives d'avenir sont claires. Ce qui va suivre, c'est une guerre froide entre le Maroc et l'Algérie. D'autant plus qu'on a observé depuis presque 6 mois une escalade ininterrompue, discursive, une escalade diplomatique, une escalade économique, une escalade militaire même à l'égard du Maroc. Donc on voit très bien que les dirigeants algériens se sont inscrits dans une logique belligérante et on ne voit pas comment il va se terminer. Je crois que si la raison l'emporte, on en restera dans cette guerre froide pendant 1 année, 2, peut-être plus, jusqu'à ce que d'autres nations interviennent. D'autres nations interviennent pour concilier les deux parties. Sinon, on voit très bien que le régime militaire algérien et les kleptocrates algériens vont oser une aventure militaire. Et dans ce cas-là, ça sera donc la fournaise, tout simplement. Ça sera la terre brûlée pour tout le monde.
Et je crois que si la raison l'emporte, ça sera tout simplement une guerre froide entre les deux pays pendant au moins une année jusqu'à deux, et on verra ce qui se passera par la suite. Pour ce qui est des relations consulaires, ce qui est des intérêts des individus, des ressortissants de l'un de ou des l'autre ressortissants des deux pays, vous savez, la Convention de Vienne est claire là-dessus, dans son article 45, à chaque fois qu'il y a une rupture diplomatique, la rupture diplomatique ne veut pas dire une rupture consulaire. Donc les relations consulaires restent, et d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères algérien l'a bien souligné, mais tout de même les Marocains ou le Maroc peut donc laisser le soin de gérer ses affaires consulaires et ses affaires diplomatiques à un État tiers, à un État ami, qui peut le faire à sa place pendant cette période de vacances, donc cette période de rupture. Donc on verra comment la situation va évoluer. Et vous, pour vous, Ali Harichi, comment vous voyez la suite? Sociale, politique, économique, et l'Aqdar, comme disait Abdelhamid Ben Khattab, militaire? Moi, je pense pour ce qui est militaire, il faut dire que le régime algérien, le régime militaire algérien n'a cessé depuis le retour du Maroc à l'Union africaine. C'est là où les choses ont commencé où le Maroc a commencé à revenir en Afrique, et ça a commencé à déranger. C'est-à-dire cette même mise de l'Algérie sur l'OUA, donc l'Organisation du Terrain africaine, et l'Union africaine aujourd'hui, ça a dérangé. Ils ont essayé de toucher le Maroc sur l'affaire de l'Gueguerat. Et là, ils ont essayé pourquoi? Ils ont essayé à faire pousser le Maroc à rompre le cessez-le-feu qui a été fait en 1991. Et le Maroc a bien agi. C'est-à-dire, et d'ailleurs, si vous vous rappelez, on voyait dans les réseaux sociaux, ils parlaient de guerre, qu'ils ont frappé, donc c'était juste des paroles en l'air. Et le Maroc, la réaction, elle a été ferme, elle a bien protégé une partie du Maroc, le Gueguerat, et les choses se sont terminées. Donc ils ont essayé de nous pousser à la guerre, et on n'a pas répondu. Et surtout à rompre un cessez-le-feu, surtout que ça se trouve au niveau des Nations Unies, pour essayer de décrédibiliser l'image du Maroc. Le Maroc est sorti gagnant. À chaque fois qu'on sort gagnant, aujourd'hui, ils vont essayer peut-être, la guerre froide, elle est là, c'est sûr, mais essayer peut-être de pousser le Maroc. Le Maroc ne va pas agir, il va défendre, parce qu'il y a eu l'affaire de Afigig, les militaires sont arrivés, ils ont délocalisé des gens qui avaient des terres qu'ils ont achetées en Algérie et des palmiers en mars. C'est pas très loin, donc c'est une multitude, ils vont crescendo, c'est une multitude d'actions algériennes. Les réactions marocaines sont toujours empreintes de sagesse et de perspectives de l'avenir, à la différence des Algériens qui sont en train de patauger. Pour ce qui est économique et politique, les échanges consulaires, je pense que le professeur a bien clarifié les choses. Peut-être que le Maroc va donner un État tiers, ou même garder pour les citoyens marocains ou les ressortissants marocains qui sont en Algérie, et puis pour les Algériens qui sont au Maroc. Donc il va y avoir les relations consulaires ne seront pas interrompu. Je ne pense pas qu'il y ait des problèmes avec les citoyens algériens qui sont Non, je parle pas parce que les relations consulaires... Ils sont chez eux. Quoi. Certainement. Je parle des relations consulaires, c'est-à-dire pour les affaires administratives, donc que ce soit des Marocains en Algérie ou des Algériens au Maroc. Mais pour ce qui est économique, nous n'avions pas grand-chose avec l'Algérie. C'est-à-dire, la question, est-ce qu'on a beaucoup à perdre ou à gagner? Peut-être qu'on ne va pas gagner plus, mais on n'avait pas grand-chose. Il y avait donc le gazoduc qui passait. Ça, c'est pas grand-chose dans le sens où le Maroc travaille aujourd'hui sur les énergies renouvelables. Sur toute la région du nord du Maroc, avec les éoliennes, les énergies renouvelables. D'abord, ce gazoduc, ces instruments, nous pouvons les utiliser pour l'acheminement, peut-être d'oxygène ou d'énergie renouvelable ou autre. Et en même temps, nous n'avons plus besoin de cette indemnisation que l'Algérie. C'est l'Algérie Ils ont annoncé qu'ils allaient envoyer tout le gaz algérien. Oui, à part Medgaz. Donc, directement par la Méditerranée sans passer par le Royaume. Très bien. Le Maroc ne perd pas grand-chose. Donc, sur les relations économiques, peut-être ne gagnera pas s'il y avait une ouverture, certainement, mais il ne perd pas ce qui est actuel. Alors, demain, comment il sera fait? Le Maroc va toujours sur cette attitude sage, empreinte de sagesse, de perspective de l'avenir et d'ouverture vers l'Afrique
et aussi vers ses partenaires, c'est-à-dire ses anciens partenaires, et aussi de nouveaux partenaires. Alors justement, en parlant des nouveaux partenaires, je voudrais avoir votre réaction à tous les deux sur les pays voisins ou les pays un peu moins voisins, proches comme l'Espagne et la France, mais le temps passe et donc on se retrouve dans quelques secondes après la pause. Nous reprenons notre émission, le débrief. Nous sommes dans la deuxième partie. Dans la première, nous parlions de cette annonce algérienne de rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. Juste avant la pause, je vous posais la question, donc Ali El-Harichi, sur la réaction des pays du voisinage, essentiellement européens, Espagne et France. L'Espagne donc qui a saisi, elle, la main tendue par le roi lors de son discours de la Révolution du roi et du peuple. La France qui appelle au dialogue entre les deux pays que sont le Maroc et l'Algérie. Comment vous voyez donc, comment vous lisez ces réactions des pays européens proches? Pour l'Espagne ou pour la France, la réaction, elle s'inscrit dans le réalisme politique et dans des relations internationales et dans l'intérêt des États. L'Espagne a compris, après l'escalade qu'il a fait avec le Maroc, et puis depuis 20 ans, elle a compris que le Maroc n'est plus le Maroc d'hier. Le Maroc d'aujourd'hui n'est plus le Maroc d'hier sur le plan diplomatique, sur la manière avec laquelle il conduit ses relations diplomatiques avec les États. D'ailleurs, ils ont bien compris la phrase du ministre marocain Nasser Bourita, le Maroc d'hier n'est pas le Maroc d'aujourd'hui. Et de Sa Majesté le roi qui a dit le Maroc, en parlant de l'Espagne, redéfinit ses relations avec ses anciens partenaires sur de nouvelles normes, c'est-à-dire de nouveaux paramètres. On n'est plus dans les rapports nord-sud où le nord dictait dans une certaine mesure, puisqu'il y avait plus de puissance sur les pays du sud. Le Maroc aujourd'hui est une puissance émergente qui lutte contre le trafic, donc contre le terrorisme, qui participe sur le côté de la migration, donc le flux migratoire, le contrôle du flux migratoire. Et l'Espagne a compris cela. Donc l'Espagne a compris que son escalade envers le Maroc, qu'elle a fait il y a 6 mois, n'a pas payé et que le Maroc est son premier partenaire aussi commercial. Donc il vaut mieux avoir des relations qui sont redéfinies avec le Maroc, c'est-à-dire ces nouvelles normes. Donc elle a bien compris la réaction du Maroc. Et elle a intérêt, peut-être que l'Algérie a intérêt de comprendre cela aussi. Pour la France, son attitude n'est pas ambiguë, mais il a appelé au dialogue, parce qu'il a des intérêts, bien sûr, avec l'Algérie et aussi avec le Maroc. La France est le premier partenaire économique, cette fois-ci, du Maroc. Il a beaucoup d'investissements directs étrangers au Maroc qui sont français. Et il y a aussi, de l'autre côté, il y a le gaz algérien, il y a le Sonatrach, il y a des intérêts, il y a le Mali, il y a l'ouverture de l'Algérie sur l'Afrique, donc, enfin plutôt de la France par l'Algérie sur l'Afrique. Donc il y a beaucoup d'intérêts géopolitiques et géostratégiques que la France, donc elle essaie de garder cet équilibre. Et elle a intérêt que cet équilibre reste. Donc c'est pour cela que son appel, elle est pas dire nuancée, mais elle appelle bien sûr à avoir la paix dans la région. Très bien, merci. Alors, juste une précision, l'Espagne considère le Maroc pas comme une affaire diplomatique, question diplomatique, mais une question de politique intérieure. Les Espagnols ont bien compris ça, et pour eux, le Maroc est une affaire de politique intérieure chez eux, parce qu'il y a beaucoup de relations et de partenariats. Ce que vous disiez sur le discours de Sa Majesté, il nous ramène à celui de Riyad en 2016, où il parlait de cette question d'élargissement des partenariats, sans préjudice pour les anciens partenaires. Alors, même question à vous, Abdelhamid Moussab, ces réactions espagnoles et françaises. Sur le plan régional, le Maroc ne s'attend pas de miracle de la part de ses voisins du Nord surtout. Pourquoi ? Parce que depuis toujours, depuis un certain temps, 30 ans, 40 ans, la France et l'Espagne essaient de jouer sur le principe d'équilibre entre les relations, du moins sur le plan diplomatique, entre les relations avec le Maroc et l'Algérie. Donc, ils essaient de garder une même distance avec les deux parties. Surtout l'Espagne, malheureusement, il y a toujours eu des malentendus sur le plan diplomatique avec l'Espagne sur le fond du problème du Sahara. Pourquoi ? Il y a toujours eu un axe Alger-Madrid, Nouakchott,
sur la question de détourner en quelque sorte, sinon de remonte loin dans l'histoire. Voilà, de contrer justement l'influence marocaine. Et nous espérons justement, nous Marocains, que ce jeu-là s'arrête. Et la crise diplomatique, la crise diplomatique entre le Maroc et l'Espagne a démontré justement que l'Espagne ne pouvait plus continuer à alimenter cet axe Madrid-Alger et qu'il fallait tout de même qu'il clarifie sa position à l'égard du Maroc. Et je crois que le Maroc a eu gain de cause étant donné que la diplomatie espagnole et aussi le gouvernement espagnol, le chef du gouvernement espagnol a démontré sa bonne foi aussi cette dernière semaine. Donc nous espérons que la situation s'améliorera. Le problème qui se pose, c'est qu'en cas de guerre froide avec l'Algérie, nous aurons malheureusement des partenaires nordiques qui auront la même distance avec nous deux, avec les Algériens et avec les Marocains. Donc nous, au Maroc, on ne s'attend pas à grand-chose de nos partenaires nordiques. Mais en tout cas, la réaction de Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, avait été très claire, en citant devant les dirigeants de l'Union européenne, en parlant du Maroc comme étant un allié stratégique, un voisin, et même en citant le terme frère. Cela ne remet pas en cause l'axe Madrid. C'est ça le problème. Bien entendu. C'est un axe qui est plus ou moins structurel. C'était avant l'annonce de la rupture des relations, je pense. C'était avant l'annonce de la rupture. Et bon, on verra comment. Exactement. On espère que nos voisins du Nord aient de l'entendement, un certain entendement, pour comprendre un peu comment il y a un Maroc qui est en train de tracer son chemin, une Algérie qui traverse une passe difficile. Alors, dernière question, je reste avec vous, Abdelhamid Belkhatab, et vous aussi d'ailleurs, Ali Halichi. Qu'est-ce qu'en dit la rue algérienne ? Vous savez, le peuple algérien, bien qu'il a été endoctriné pendant plus de 50 ans maintenant d'une certaine haine à l'égard du Maroc, je crois que la rue algérienne, le peuple algérien est lucide sur cette question-là, mais aussi le peuple marocain, nous sommes très très lucides, puisque nous considérons le peuple algérien comme étant une continuation même du peuple marocain, et qu'il n'y a pas lieu de créer une crise entre les deux peuples. Alors la crise qui est celle que nous avons n'est pas avec le peuple marocain, mais avec les kleptocrates algériens. Algériens, vous voulez dire, oui, mais avec leurs dirigeants. Donc on voit très bien que nous sommes là devant une junte militaire qui gouverne avec violence, justement, avec force, cette Algérie. Et du coup, nous n'avons pas un problème direct avec le peuple algérien, mais avec le gouvernement algérien. C'est ce que disent leurs propres analystes dans les médias, que c'est une décision qui est clairement dictée par les Ils sont militaires. libres de dire ce qu'ils veulent. Voilà, non, en critiquant eux-mêmes leur propre système, en disant que ce n'est pas Ramdan Lamamra, en disant qui parlait au nom du président de la République. En fait, il était en train d'obéir aux instructions de l'armée. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes sur ça. Et donc ça peut. Et puis donc Al-Halichi, même question sur la rue algérienne. Avec cette précision, on en parlait tout à l'heure. On en parlait hors antenne en vous disant que dans leur dépêche officielle, ils ont parlé de les partis et les syndicats qui soutiennent la décision. Bon, on connaît les partis algériens, il n'y en a aucun de ceux qui sont connus. Donc c'est comme on les appelle nous avec notre humour marocain, les hizbicules. Donc ça doit être ça. Alors c'est quoi les remontées pour vous? En fait, c'est hizbicules, ces partis. Personne ne les connaît, même les Algériens, c'est-à-dire le peuple algérien, peut-être ne les connaît pas. La rue algérienne, quand on a suivi le Hirak, moi j'avais travaillé sur le Hirak algérien, quand on a suivi les banderoles, c'était contre le régime. Ils disaient, nous n'avons aucun problème avec le Maroc, nous n'avons plus de problème avec le Maroc. Nous avons des problèmes, une crise socio-politique, économique chez nous, en Algérie, enfin chez eux, en Algérie. Donc, cette jeunesse algérienne a compris la leçon. Comme j'ai dit, c'est le stand-by de la pandémie qui l'a un peu, mais une fois, j'espère que cette pandémie va être levée sur la Terre et le monde entier, ce Hirak ne va pas s'arrêter parce que la crise sociopolitique
économique algérien ne va pas être résolu avec la rupture diplomatique avec le Maroc. La crise, elle est là, elle est structurelle, elle est tout ce que vous voulez, elle est là. Et cette crise, il faut vraiment peut-être il leur faut un nouveau modèle de développement à eux aussi, pour aller de l'avant et créer quelque chose pour leur pays. Donc la rue algérienne, au passé, c'est vrai, il y avait une socialisation de l'Algérien à dire que le Maroc c'était l'ennemi, que le Maroc était, comme vous avez dit tout à l'heure, nous étions un pays retardé, que nous n'avons rien, et ce Maroc était l'ennemi qui a pris de la terre algérienne, c'est l'Algérie qui a pris la terre marocaine, il faut le dire, les Knatsa, les Pchak, les colons Pchak, les Touet. Le principe de l'intangibilité des frontières. Malheureusement, le Maroc a contesté le principe de l'intangibilité des frontières, puisque le Maroc était dans le recouvrement, d'ailleurs c'est Boustek qui était dans ce temps-là, et c'est Balafage qui était dans le recouvrement de l'intégrité territoriale, et ce principe ne pouvait pas lui être appliqué en 1963, c'est-à-dire avec l'arrivée de l'Organisation de l'Unité africaine. Alors, vous savez quoi, on va rester quand même sur une note positive, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est d'après les analystes algériens, c'est l'armée, c'est leur armée qui décide de ça. Et comme vous dites si bien Ali El-Harichi, le Hirak va reprendre. Vous le dites aussi Abdelhamid Ben Khattab, le Hirak va reprendre une fois que la pandémie sera derrière nous. Et hors dans le Hirak, les Algériens eux-mêmes demandent Doula Madaniya Machi Askaria, un état civil et pas un état militaire. Vous savez, en Algérie, l'armée a un état. Au Maroc, c'est ce qui se disait sur la pelouse dans le 19e siècle. Donc, il y a toute une différence de logique là. C'est ça. Donc on va rester sur cette note positive en espérant le meilleur pour une région qui mérite le meilleur. Alors on passe à l'axe 2 de notre débat et qui est donc les élections du 8 septembre. Comme chacun sait, le 8 septembre, les Marocaines et les Marocains iront dans les bureaux de vote pour élire leurs représentants communaux, régionaux et nationaux. Mais la question est, est-ce qu'ils iront voter ou pas? Alors, question à vous deux, encore une fois. L'article 30 de la Constitution dit que le vote est un droit personnel et une obligation et un devoir national. Comment expliquer donc aux électeurs que la conjugaison des deux choses, c'est-à-dire droit personnel et devoir national, est une forme d'obligation morale ou une nécessité morale à aller s'acquitter de son devoir citoyen? Oui, vous savez. Comment expliquer aux gens qu'il faut qu'ils aillent voter? C'est une voter? obligation morale, oui, donc, puisque le vote est un acte citoyen. Donc, on démontre sa citoyenneté et on atteste de sa citoyenneté en allant au bureau de vote, en votant. Mais c'est un devoir moral qui n'a pas encore, qui n'est pas encore arrivé à devenir un devoir juridique. Encore faut-il, pour qu'il devienne un devoir juridique, qu'il y ait une sanction et une injonction pour que les citoyennes et les citoyens votent, comme c'est le cas en Turquie et en Belgique. Or, chez nous, au Maroc, nous campons sur l'idée que le vote est un acte de liberté individuelle, c'est un devoir moral que chaque individu doit assumer librement. Mais je crois qu'arrivera un moment où nous devrons vraiment ouvrir le débat sur cette question d'obligation de vote. Pourquoi? Parce que autant nous avons une masse électorale grande, autant l'échiquier politique aura des contours bien définis et autant le jeu politique sera plus clair. Maintenant, justement, cette abstention politique des jeunes, des femmes, des ruraux, etc., implique que le vote est devenu en quelque sorte un acte qui est exercé uniquement, presque uniquement, par une certaine catégorie ou certaines catégories sociales, soit lettrées, soit urbaines, soit engagées politiquement. Donc nous sommes devant un acte qui est devenu presque minoritaire au lieu d'être majoritaire. Alors il est temps qu'on ouvre le débat justement sur cette question de faire de cet acte de vote, de cet acte citoyen, un acte obligatoire qui est nécessaire pour bâtir justement une démocratie forte. Parce qu'une démocratie, d'ailleurs Sa Majesté l'a bien dit dans son discours, on ne peut pas construire des institutions fortes et une démocratie conséquente sans qu'il y ait une mobilisation forte des citoyens dans les opérations électorales.
Très bien. Alors, Ali El-Halachi, je vous demanderai aussi de réagir sur cet article 30 de la Constitution que vous connaissez bien, on en a parlé, et aussi expliquer pourquoi les gens, selon vous, doivent voter, doivent aller voter. Bon. Moi, je le pense qu'ils doivent aller voter, si vous ne le pensez pas. Vous Non, je sais que vous le pensez aussi. Alors, d'abord, c'est très bien, c'est une conjugaison de droits. D'ailleurs, c'est clair, l'article 19 de la Constitution, il parle des droits politiques et civils. L'un des droits politiques, c'est le droit du suffrage, c'est le droit d'aller voter. Donc le Maroc s'inscrit, comme disait le professeur, dans ce qui est des libertés et des droits fondamentaux. Donc ce fameux titre 2 de la Constitution, qui regroupe 42 articles, dans l'article 19. Donc c'est un droit acquis pour les Marocains, c'est-à-dire d'aller voter. Le devoir, bien sûr, c'est un devoir. C'est un devoir moral et c'est un devoir dans les démocraties représentatives. Si on veut, parce qu'on parle de démocratie représentative, si on veut avoir une démocratie représentative, il faut aller voter. C'est un devoir qui devient moral, citoyen, mais il faut aussi dire que le vote, c'est le seul moyen ou instrument de légitimité dans une démocratie. Parce que pour régler les différends, soit il y a la violence, on en parlait tout à l'heure, soit il y a le vote. Donc le vote, c'est le moyen de régler les différends. La démocratie, c'est accepter la différence. Que je sois d'un parti où j'ai une idée, que vous ayez une idée, on règle cette différence pas par la violence physique, mais dans les urnes. Donc le vote, c'est ce devoir qui permet de pacifier. Et là, je citerai Abraham Lincoln, bien qu'il a été tué donc par une balle. Il disait un bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil. Et ça, c'est très important, parce qu'avant, le Sud et le Nord aux États-Unis se tuaient, et lui-même a été assassiné en 1965, juste après la paix, la fin de la guerre. Et donc, ce bulletin de vote, c'est lui qui permet d'abord de donner la légitimité et de régler le différend. Alors nous, en tant que population, nous sommes tenus d'aller choisir entre les différents programmes, les différents partis, les différentes personnes, peu importe lesquels, mais c'est ce devoir-là parce que ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être soit dans les communes, soit dans le Parlement. Ils vont légiférer pour nous, ils vont sortir des lois, des textes, donc autant participer, c'est ce qu'on appelle la participation politique, pas en étant dans un parti politique, mais en participant à la vie politique, en allant, le terminus, c'est d'aller voter. En votant, donc on va choisir un parti qui va me représenter, qui va légiférer pour moi, et dans la commune, celui qui va conduire l'assainissement, tout ce qui concerne ma vie journalière. Tous nous vivons dans des quartiers, donc ce sont ces représentants de la commune. Nous ne pouvons pas être tous dans les communes ni dans le Parlement, donc ce sont nos représentants. Donc en votant, on va choisir. Donc il faut aller voter pour choisir, parce que c'est un choix et qui se fait donc c'est la tradition démocratique. Si on parle de la tradition démocratique, d'aller vers la démocratie, il faut d'abord participer politiquement. Alors, se pose encore une question, celle de l'abstentionnisme. Alors maintenant, dans les démocraties classiques, l'abstentionnisme est une donnée structurelle, c'est une donnée normale. Il ne faut pas voir dans l'abstentionnisme quelque chose de négatif ou quelque chose qui s'apparente à une crise de la démocratie en elle-même. Au contraire, la démocratie va de pair avec un certain degré d'abstentionnisme, puisque la normalité... Un certain degré, c'est-à-dire... Oui, massif. Au Maroc, moins de 50%, ça sera une crise, c'est vrai. Mais au-delà de 50%... il n'y a pas de crise, c'est la normalité. Et c'est quoi la normalité démocratique? C'est justement cette périodicité des élections et cette routine aussi des élections qui fait en sorte à ce que la population les voit comme étant quelque chose de normal. Et justement, lorsque les choses sont normales, il y a des gens qui n'ont pas à s'intéresser à ce qui est normal. Ils s'intéressent plutôt à leurs travaux quotidiens. Donc, pourquoi? Parce qu'on suppose que le jeu démocratique, il est bien installé et qu'il y aura de toute manière un gouvernement, une majorité, et qu'on n'a pas besoin d'aller voter. Même si alors maintenant, l'abstentionnisme ne doit pas être
considéré comme un synonyme de crise de la démocratie. Non, mais tout dépend de la proportion du taux. Comme je l'ai dit. Voilà, 25% de participation, c'est une grosse crise. À partir de 50%, c'est bien. Alors, est-ce qu'on peut considérer que l'idée de regrouper les élections, parce qu'on sait que traditionnellement, les gens dans le monde entier d'ailleurs vont plus voter pour les élections locales que pour les élections nationales, à quelques exceptions près, comme par exemple celle qui s'est passée aux États-Unis, mais les enjeux, on les connaît. Au Maroc, on le sait aussi, les élections communales ont drainé plus, historiquement, ont drainé plus d'électeurs vers les urnes que les élections nationales. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée, justement, de les regrouper en un seul jour? Oui, c'est une très bonne idée dans la mesure où nous sommes devant une mesure de rationalisation d'abord budgétaire en ce qui concerne les élections. Deuxièmement, le fait d'avoir des élections législatives et des élections régionales impacte aussi le niveau de participation. On les regroupera, on va faire en sorte à ce que ceux qui ont un intérêt particulier pour les régionales puissent voter aussi pour les élections législatives et vice-versa. Donc on va essayer de combiner en quelque sorte les deux et on espère que le taux de participation augmentera. Mais je ne crois pas qu'il augmentera de manière significative ou de manière surprenante. Donc je crois qu'il augmentera d'un certain nombre de points, c'est-à-dire 3-4% et pas plus. Donc nous n'aurons pas un bouleversement radical de la donne. Mais tout de même, c'est une manière d'inciter les gens, d'inciter les citoyens à s'intéresser davantage aussi bien à la chose régionale, locale, et à la chose nationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture, le fait de regrouper les élections? Est-ce que c'est une mesure, est-ce une décision qui serait de nature à augmenter notre participation d'une manière significative ou, comme le dit Abdelhamid Belkhtab, d'une manière plutôt confidentielle? Oui, juste avant, moi je m'inscris à ce que dit mon collègue. Effectivement, l'abstention, aujourd'hui, en sciences politiques, avant, on enseignait que c'était le vote qui était la norme. L'abstention est rentrée dans la norme et on a commencé à l'étudier et à l'enseigner à partir des années 90. C'est-à-dire, je parle dans le monde, dans les écoles de sciences politiques ou des instituts de sciences politiques dans le monde entier. Mais cette abstention, quand il dépasse une certaine norme, la question qu'on se pose, quelle est la légitimité du gouvernant, de celui qui est élu? Si vous êtes élu par 20% de la population, réellement, vous ne représentez pas cette population. C'est ceux qui se sont abstenus, et là, il y avait d'autres techniques, c'est le vote blanc, c'est-à-dire parfois qui peut rentrer dans d'autres considérations, pour exprimer les gens qui veulent voter, mais veulent voter pour personne. Donc l'abstention, parfois, il y a plusieurs paramètres ou facteurs pour comprendre l'abstention. Pourquoi les gens s'abstiennent de voter? Bon, on ne va pas rentrer dans cela, mais juste pour dire que l'abstention ne doit pas dépasser une certaine norme. Parce que déjà en 2016, et là je reviendrai donc sur la question, au Maroc, c'était... Vous avez 2 minutes pour le faire. 2 minutes, oui. Oh, c'est très bien. Alors 43%, je pense, c'était alors de 43% des personnes qui ont voté au niveau des législatives. D'accord. Et au niveau des élections locales, c'était un peu plus que 50%. Donc 43%, c'est pas beaucoup. Bon, c'est pas 37 comme ça s'était passé un peu avant, 2007. Pas en 2011, mais c'est 2007. En 2007, c'est 37%. 37%, c'est très peu. La légitimité du gouvernant, c'est-à-dire de celui qui est élu, du représentant, n'est pas vraiment réelle. Maintenant, en regroupant ces élections, puisque les gens participent plus localement, parce qu'ils connaissent plus le candidat, ou plutôt le représentant local, parce que c'est quelqu'un qui habite avec eux dans le quartier, ou dans le doua, ou dans le village. Donc on le connaît, on l'a déjà sollicité. On a eu déjà un problème d'eau, un problème d'assainissement, un problème de piste dans le village. Donc c'est quelqu'un qu'on connaît, en général, puisque c'est presque, on va pas dire les mêmes qui se présentent, mais est-ce qu'ils avaient rendu service ou pas? Donc les gens visage familier, plus qu'il y a bien sûr la notabilité locale, on va rentrer dans d'autres considérations de la lecture de la sociologie électorale. Mais en connaissant ces personnes, donc les gens qui vont voter pour les élections locales vont aussi, ils auront un bulletin pour les élections nationales, c'est-à-dire législatives. Parfois c'est le même candidat, c'est-à-dire qui est en tête de liste. Parfois c'est le même parti. Donc le vote peut
augmenter de quelques points, comme a dit le professeur, de quelques points, c'est-à-dire la participation ou le nombre de votants peut participer avec cette manière. C'était une très bonne décision, à mon sens, d'avoir regroupé ce... Alors, je vous remercie, professeur au pluriel, Al-Harichi Ben Khattab, pour vos explications sur les élections. Moi, j'ai une manière plus prosaïque de dire les choses. On ne peut pas, et d'ailleurs, Sa Majesté avait aussi dit ça à sa façon dans un discours officiel, on ne peut pas reprocher à des gens ou à un pays ou à une région d'être mal gérée alors qu'on n'a pas été faire son devoir. Et moi, je dis, on ne peut pas râler et protester et fulminer alors qu'on n'a pas été se déplacer une demi-heure sur 5 ans ou un quart d'heure sur 5 ans pour voter. Donc, allons tous voter ce 8 septembre et d'ici là, passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci à tous.